Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, L-U-C-C-A. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir dans mes locaux, dans mon studio, Charlotte Courtois, conférencière internationale et spécialiste de l'interculturel, un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur ce podcast. Bref, tu vas nous en parler plus longuement, Charlotte. Déjà, un grand merci pour ta présence. Comment tu vas ? Eh ben, je vais très bien, je suis super contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et quel beau studio. Ah, c'est gentil, avec plaisir. Du coup, là, on enregistre fin août. Tu reviens de vacances, tes congés d'été ont été reposants ? Reposant, ça dépend des phases, mais inspirant toujours. Il y a eu du on and off, comme on dit, donc j'ai bossé, moins bossé, etc. D'accord. Et un peu voyagé aussi. Ouais, toi qui es d'interculturel, t'es allé en quel pays cet été ? J'étais en Colombie. Waouh. J'étais en Colombie et notamment avec un petit séjour en Amazonie qui est plus dépaysant, il y a pas. Honnêtement, c'était spectaculaire. C'est la première fois en Colombie, première fois en Amazonie ? C'était pas la première fois en Colombie. En fait, mes parents habitent en Colombie. Je suis déjà allée les voir. Alors, Okay. depuis septembre, donc ça fait 1 an, là. Et j'étais déjà allée les voir 2 mois l'année dernière, en fin d'année. Okay. Donc là, j'y retournais précisément parce que j'étais pas allée en Amazonie. Où là, effectivement, c'était la première fois. Et je l'ai pas regretté, vraiment, vraiment pas. J'imagine que ça va être un dépaysement total par rapport à notre pays, quoi. Ah, mais c'est inimaginable. Et en fait, je crois que si je devais résumer la chose, c'est une question de densité, d'intensité. C'est-à-dire que tout est plus. La nature est plus. Chaque arbre n'est pas un arbre, c'est un système, un écosystème à part entière. Les papillons dans tous les sens. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'étais avec mon papa et on était dans une communauté indigène. Et dans cette communauté indigène, il y avait des petites affiches sur le dialogue interculturel. Non. Si, au milieu de l'Amazonie, j'étais là. Ah, voilà. Il faut dire aussi que là où on était, c'est vraiment la frontière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou. Donc c'est assez particulier comme cadre en termes culturels aussi. Du coup, t'as décroché un peu ? Ah bah quand j'étais là-bas, j'ai décroché. Tu captes pas énorme ? Ah bah on capte rien du tout. Et puis j'ai même pas essayé en fait. C'est pas le sujet. Donc voilà. Par contre, oui, j'ai quand même. Alors j'ai un podcast et j'ai quand même enregistré des petits épisodes uncut sur mes émotions brutes du moment. Sur ce que je vivais, sur ce qu'on faisait. Chaque jour, je faisais un petit enregistrement de 5 minutes. Donc, et que t'as diffusé sur ton podcast ou que tu vas diffuser ? Que j'ai diffusé cet été sur mon podcast. C'était un peu ma Summer Edition. Okay. Bon, je mettrai le lien pour ceux et celles qui veulent écouter ton podcast. Absolument. Tu nous en parleras de ton podcast du coup, tiens. Je vais bien que tu te présentes, Charlotte. Qui tu es, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de l'interculturel, du management interculturel, de la diversité interculturelle. Alors, donc, moi, c'est Charlotte Courtois. Je suis effectivement passionnée d'interculturel, donc pas juste des cultures, mais du lien entre les cultures. Je pense que
tout prend source dans une expérience que j'ai eue étant adolescente, puisqu'en fait, on a eu la chance avec mes parents de partir en Australie. Donc, mon père a été expatrié en Australie dans sa boîte de l'époque. Et ça a été une grosse claque. C'était une belle claque. Ça a été une prise de conscience qu'en fait, après, j'étais jeune, tu vois, j'avais entre 13 et 15 ans, mais ça a été waouh, mais en fait, tout le monde vit pas pareil, mais c'est incroyable. Et ça, j'ai tout de suite eu envie de le partager, en fait, avec le plus grand nombre de personnes. Mais bon, sur le coup, c'était évidemment pas très réfléchi, etc. Mais donc, ça a pris forme avec le temps. Donc, moi, j'ai fait une école, en rentrant en Australie, moi, j'étais en première. Et il a fallu que je choisisse ce que j'allais faire du reste de ma vie, parce que c'est encore un peu comme ça qu'on le présente, en tout cas à l'époque, parce que ça commence à remonter. Et tout ce que je savais, c'était que je voulais travailler dans un milieu interculturel, multiculturel. Donc soit à l'étranger, soit avec des gens de plusieurs pays. Et donc j'ai fait une école de commerce international, j'ai étudié à Neoma Business School. Et moi, l'école que j'ai faite au sein de Neoma, c'est le CESEM. Et le CESEM, c'est 2 ans en France, 2 ans à l'étranger pour un double diplôme. Et donc j'ai fait 2 ans à Madrid, qui se sont transformés en 4 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, et donc en fait, tout ce que je fais aujourd'hui vient un peu de là aussi, c'est que je trouvais ça génial. On avait les cours de management interculturel, ce qui aujourd'hui, je me dis, mais c'était hyper précurseur en fait. Et quelque part, je me disais, mais c'est dommage, c'est pas quand t'as 20, 24 ans, 25 ans que tu vas t'ouvrir au monde parce que t'as eu un cours de management interculturel. Ça serait chouette de faire quelque chose avec les enfants là-dessus. Et donc voilà, et donc petit à petit, j'ai commencé à poser les bases de ma carrière en fait. Et j'ai fait également un master 2 recherche en sociologie, anthropologie sur la thématique des migrations et des relations interethniques. Donc en fait, j'ai vraiment ce double regard, on va dire, pro, business, pratique, communication que tu peux avoir par l'angle commerce, et puis le regard plus analytique que tu peux avoir dans le travail de recherche en socio-anthropo sur ces questions-là. Donc mon parcours, c'est ma genèse, c'est ça. Et donc Et quand tu sors de Neoma avec cet intérêt que tu as et cette peut-être passion que tu as pour ce sujet, tu cherches quoi comme boulot en fait? Et à l'époque, moi, je voulais travailler dans la gestion du management, de la gestion de la diversité culturelle dans l'entreprise. Okay. Donc en Espagne, c'était pas la peine, c'était pas du tout un sujet. Et donc je suis rentrée en France. Avec comme objectif effectivement de travailler sur ce sujet-là. J'ai intégré une association qui s'appelle l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, qui était passionnante. C'était une sorte de club d'entreprise en fait, oui, pour les RH, responsables diversité, etc., pour travailler sur ces thématiques-là. Sauf qu'en fait, j'ai assez vite déchanté dans la mesure où en fait, la diversité culturelle, c'était pas vraiment une thématique qui était abordée. Parce que en fait, dans les entreprises, sauf honnêtement plutôt les entreprises américaines, mais globalement, c'était pas un sujet. Il y avait encore, en tout cas à cette époque-là, plus une approche finalement lutte contre les discriminations que recherche de diversité comme source de cohésion, de créativité, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai fini par quitter cette association pour monter une ONG pour travailler avec les enfants là-dessus. Donc j'ai switché totalement. On en parlait en off, mais du coup, effectivement, j'ai un peu eu mes parents qui m'ont dit mais t'as fait une école de commerce et tu pars dans l'associatif culturel, mais pourquoi? mais tu peux pas faire ça comme hobby sur ton temps libre. Mais non, je ne pouvais pas. Donc voilà, donc je peux peut-être dire 2-3 mots effectivement sur l'ONG. Bien sûr, c'est la question que je vais poser. Ouais, elle fait quoi? Elle existe toujours? Absolument, elle existe toujours. Donc cette ONG, elle s'appelle Constellatio. Alors ça s'écrit Konstelatio. Donc sur le coup, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça n'existait nulle part. C'est un mot en espéranto qui veut dire évidemment constellation. Voilà. Mais ça fait du coup aujourd'hui plus de 13 ans que je l'épelle et que les gens ils arrivent quand même à faire des fautes. Petite astuce marketing. Attention. Voilà. Mais non, je regrette pas. Mais donc Constellatio, c'est une ONG dont la mission est de sensibiliser surtout les enfants et les adolescents au dialogue entre les cultures, avec comme approche à la fois de développer leur curiosité envers les autres cultures, mais aussi de leur apprendre à mieux connaître, accorder de la valeur et partager leurs propres identités culturelles au pluriel, puisque l'idée à la base de tout ça, mais aussi de ce que je fais en parallèle dans mes conférences, mon podcast, etc., c'est que en découvrant d'autres manières de vivre, on gagne un recul différent sur nos propres pratiques culturelles, et mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Donc voilà. Donc la base de cette ONG et de mon travail aujourd'hui, c'est ça. C'est de créer du dialogue, c'est d'amener les gens à se poser des questions et à poser des questions aux autres sur comment on fonctionne. Et donc ça fait 13 ans et demi que je fais ça avec Constellatio. Donc j'ai mené des projets dans 15 pays, 15, 16
je sais plus. Donc, on va dire 15, dans 15 pays avec plus de 5000 enfants et adolescents, avec un principe d'action clé qui est l'accès indifférencié à la culture, mais vraiment différencié, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets pour les pauvres petits-enfants défavorisés. J'exagère un peu le trait, mais c'est un terme qui est très galvaudé, je trouve. On fait des projets qui peuvent être aussi bien dans des écoles privées au Mexique que dans des orphelinats en Inde, que dans un collège Secpa au fin fond de la Bretagne, parce qu'en fait, la culture, elle est partout et que c'est tout aussi important d'éduquer des enfants qui sont éloignés de la culture à la beauté de leur culture que d'éduquer des enfants qui sont dans des familles plutôt aisées, qui demain peut-être vont diriger des pays, des entreprises, etc. L'importance de, pas juste de tolérer les différences, mais de s'y intéresser, de trouver vraiment une curiosité et un émerveillement là-dedans. Ok. Voilà. C'est une ONG qui est reconnue par l'UNESCO, tu me disais, c'est ça? Tout à fait. On est accrédité par l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel et on a une très très chouette marraine en la personne de la comédienne Bérénice Bejo, voilà, qui a fait plusieurs choses, notamment The Artist, OSS 117, etc. Qui est une super marraine, notamment parce qu'elle est franco-argentine en fait. Donc elle porte très très bien nos valeurs et elle est très simple. Et voilà. Et à côté, t'as un podcast, t'as fait un TEDx, T'es présente sur ces sujets, en tout cas. Tu prends la parole. En fait, j'ai jamais eu envie de lâcher la partie entreprise. Je trouve que c'est fondamental. Mais en fait, de la même manière que, tu sais, quand on achète un matelas, on dit c'est hyper important de mettre des sous dedans parce qu'on va passer 8 heures par nuit tous les jours de sa vie là-dedans. Mais en fait, si on veut avoir un impact sur le monde, t'imagines le temps qu'on passe au travail. Donc, parler d'interculturel dans le milieu du travail, ça peut avoir un impact monumental. Et en plus de ça, bon, on l'a déjà entendu par pas mal de témoignages de RH notamment, mais de cadres, de businessmen, etc. et women, l'importance de cette diversité pour la cohésion, pour l'innovation, pour la créativité, pour la performance, etc. Et donc, en fait, tout ça, moi, j'aime pas trop les cases. Et donc, l'interculturel, ça s'immisce dans tous les domaines de notre vie. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir l'impression que je fais plein de choses très, très différentes, mais en fait, je fais pas du tout des choses différentes. Ce sont des manières différentes d'aborder un sujet qui est le même, qui est comment on crée des liens entre les gens et comment on fait en sorte que ce soit fluide et que ça marche. En fait, c'est ça l'idée. Donc, effectivement, j'ai l'ONG qui fonctionne depuis des années, mais je propose également des conférences en entreprise, qui est aujourd'hui le cœur de mon métier, en fait. Ok, d'accord. Je propose des conférences en entreprise, potentiellement un peu partout dans le monde, autour de l'interculturel et de son management. Et j'ai un podcast qui s'appelle Surprise interculturelle pour donner des clés concrètes, en fait, sur, ok, certes, tel pays est différent de tel pays, mais concrètement, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire que t'as des pays où les gens, ils vont jamais te dire non. T'as des pays où le rapport à la politesse, il va être différent. Donc, c'est vraiment, concrètement, ça veut dire quoi, en fait, ces questions de diversité? Ok. Dans tes conférences, tu dis vouloir sortir des cases de l'interculturel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette approche et puis comment ça peut bénéficier aux managers et aux professionnels RH qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, moi, j'allais dire une petite frustration, mais c'est pas une petite frustration, c'est une grosse frustration. Vas-y, tu peux l'exprimer. En fait, l'interculturel, c'est pas un sujet nouveau. Les boîtes, et notamment les boîtes qui sont présentes à l'international, mais également celles qu'on est des staff, des personnels qui sont très diversifiés le savent, c'est important. Mais je trouve que c'est un sujet qui, au lieu de tisser des liens, finalement remet dans des cases. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'aborder en disant, tiens, on va envoyer un expat en mobilité internationale. On va lui faire un cours, une formation au départ qui va être, voilà, tu pars, on parlait de Colombie, tu pars en Colombie, la Colombie, elle fonctionne comme ça. La France, elle fonctionne comme ça. Mais en fait, on est en train de remettre dans des cases. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est transversal. Donc, c'est dire, tu vois, là, je donnais comme exemple le fait qu'il y ait des pays où on dise jamais non. Dans le podcast, le tout premier épisode de mon podcast c'était là-dessus, c'était au Cambodge, et au final j'ai une amie mexicaine qui l'a écouté qui m'a dit chez nous c'est pareil. Donc tu vois, plutôt que de donner des définitions entre guillemets des cultures, je trouve qu'on devrait vraiment sortir de ça pour dire ok, quels sont les éléments qui peuvent changer, comment ça s'exprime d'une culture à l'autre. Et puis au-delà de ça, pour moi les compétences interculturelles, ce ne sont pas des données qu'on transmet. C'est pas, voilà, ce que je disais, tel pays fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. C'est amener de la curiosité. En fait, c'est du savoir-être, la compétence interculturelle. C'est du savoir-être avec soi, savoir-être avec l'autre. Et donc, c'est fondamentalement central d'amener de la curiosité et d'aider les gens à savoir comment poser des questions et comment se poser des questions plutôt que de prendre ces différences culturelles comme de la donnée, en fait. Parce que du coup, la donnée, c'est pas transversal. C'est ok, j'ai appris ça sur ce pays-là et ça s'arrête là. Et donc voilà, dans mon approche, que ce soit sur les conférences ou le conseil ou le podcast, etc., c'est vraiment
d'aider les salariés des entreprises particulièrement à avoir une meilleure... à palper ces sujets-là réellement, est-ce que ça devienne concret. Donc sur l'exemple de ne pas dire non, oui. Tu te rends compte qu'en fait que dans ces pays-là, tu vas pas demander à quelqu'un s'il a bien compris ce que tu viens de lui expliquer. Ça sert à rien parce qu'il va te dire oui. Donc tu vas lui demander de reformuler ou tu vas lui poser des questions concrètes. Ça, ce sont des compétences interculturelles. C'est pas de dire que tel pays fonctionne comme ça, tel pays fonctionne comme ça. C'est face à ça, tu peux anticiper, tu peux réagir, tu observes, tu analyses, etc. Donc moi, ce que je viens apporter, c'est, tu parlais de conférences TEDx, c'est un peu dans l'approche des conférences TEDx, c'est-à-dire que c'est à la fois de la conférence de fond, où effectivement j'apporte du sujet, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que la diversité, qu'est-ce que c'est que la culture, mais ce que j'apporte, c'est aussi ce qu'on appelle, les motivational speech, c'est-à-dire de l'intrigue, quelque chose où tu ressors de là, t'es intrigué par le sujet, et c'est pas juste, tiens, j'ai appris ça et ça. C'est, tiens, j'ai appris ça, et ça, je l'avais pas vu comme ça. Et tiens, mais ça, mon collègue, quand il a dit ça l'autre jour, là, en fait, peut-être que je pourrais peut-être lui demander ce que ça voulait dire pour lui. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'amener du savoir-être interculturel, du savoir-être en lien avec les autres, et pas juste de la donnée. Voilà, en résumé, mon approche sur ces questions-là. Donc, pourquoi c'est intéressant pour des RH, pour des managers, des entreprises, pour des managers concrètement, en fait, tous les expats te diront la même chose. C'est que tu arrives plein de bonne volonté, mais si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne, ces questions-là, en fait, tu vas mettre un sacré bout de temps avant d'être efficace et avant d'être performant. Alors, le sujet expat, ça peut être un sujet. Tu vois, moi, je suis un entrepreneur, sujet expat, je peux avoir un salarié qui est à l'étranger, j'aurai ce sujet-là, par exemple, un salarié français qui est à l'étranger. Mais je peux aussi être manager et avoir des équipes multiculturelles dans différents pays et voilà, comment je fais pour... Est-ce que c'est des sujets que tu abordes aussi? Et puis, tu as aussi l'autre cas que moi, j'imagine, et puis je vois, tu vois, avec un client qui est en France et qui recrute effectivement dans ses équipes des collaborateurs qui viennent de différents pays, en fait, et qui arrivent, eux, en France. Est-ce que tu peux intervenir aussi sur ce sujet-là? Est-ce que pour toi, effectivement, le management interculturel, c'est tous ces cas-là? Ou est-ce que c'est juste l'expat? Non, mais évidemment, c'est tous les... En fait, alors, pour répondre directement à ta question, c'est évidemment, oui, tous ces cas-là. Ouais. Il y en a c'est tous les cas où on est, en fait, concrètement, interculturel, on en revient au sujet, c'est quoi? C'est entre les cultures. Oui. Donc, peu importe le Ça cadre. peut même être un client. On peut même travailler avec un client. Mais totalement. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les entreprises ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là, historiquement. C'est de se dire, tiens, d'ailleurs, c'est aussi beaucoup sous l'angle marketing. Donc, soit en signature de contrat, tiens, je vais signer des contrats au Moyen-Orient et putain, il y a un truc qui n'est pas passé, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Donc, c'est de donner des clés là-dessus, mais c'est aussi beaucoup du marketing international où il y a eu des boîtes qui ont lancé des produits ou des services à l'étranger qui n'étaient pas du tout marketés pour ce marché-là et où ça s'est effondré. Typiquement, Euro Disney, quand ça s'est lancé, ça a été un désastre. Il a fallu revoir tout le système. Donc, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui se sont intéressées à ce sujet-là au départ pour ces questions-là. D'accord. Donc, oui, c'est tous les... Voilà, c'est tous les contextes dans lesquels il peut y avoir des échanges entre différentes cultures, sachant qu'on va revenir aussi sur ce que c'est que la culture. La culture, il y a certes la culture nationale, mais il y a des cultures régionales, il y a des cultures locales, il y a des cultures métiers, il y a des cultures religieuses. La culture, c'est ce qui va représenter un groupe de personnes en comparaison à un autre. C'est toujours en comparaison à l'autre qu'on a une culture. Tout seul, on n'a pas une culture. Et donc ça, c'est transversal. Ça marche, en fait... Je le dis pas en direct parce que je manipule les gens. non, mais en fait, ça permet d'aborder ce sujet-là pour le ramener à l'interpersonnel au sens large. C'est ça qui est intéressant aussi sur cette compétence-là. C'est que apprendre à poser des questions parce que t'as pas compris la réaction de l'autre, apprendre à lui dire que t'as pas compris justement, mais en fait, ça vaut dans tout. Ça vaut dans tous les domaines, que ce soit de l'interculturel ou de l'interpersonnel au sens large, et de la diversité au sens large. Et donc, c'est ça qui est intéressant sur ces sujets-là, c'est qu'on va aller chercher loin, en disant, t'as vu, en Australie, ça se passe comme ça. Au Moyen-Orient, ça se passe comme ça. Donc, ça crée de la curiosité, ça attise la curiosité. Et de là, on peut ramener au quotidien des personnes. Moi, quand j'ai créé mon ONG, on m'a demandé, je me rappelle, on m'a challengé bien devant le public et tout. Moi, j'avais 24 ans, tu sais. Ça m'était un petit peu dur. Où on m'avait dit, mais pourquoi vous allez faire un tour du monde? Puisque quand j'ai créé Constellation, je suis partie faire un tour du monde de 15 mois. Pourquoi vous allez faire le tour du monde alors qu'il suffit de prendre un ticket de métro pour aller faire le tour du monde dans la banlieue parisienne? Mais en fait, c'est pas pareil. Parce que t'as de l'émotionnel, t'as de la charge
tu vois, de ton quotidien qui est pas la même que quand tu vas chercher loin, tu crées de la curiosité et là tu dis ah mais au fait ton collègue là qui est turc, tu lui as demandé comment il faisait ça lui? Ah bah non, tu pourrais peut-être aller lui demander. Donc c'est intéressant ces sujets-là parce que on en revient toujours à la même thématique, à la curiosité, à poser des questions. Donc en fait après oui évidemment c'est le cas pour les expatriations mais c'est également le cas pour des managers qui gèrent des équipes multiples, pour des recruteurs qui vont être face à des potentiels, enfin des candidats en fait qui sont de plusieurs origines et qui vont potentiellement réagir différemment en entretien, etc. ou dans le, tu vois, comment tu maintiens l'échange dans le temps suite à l'entretien, enfin voilà. Donc c'est très très transversal en fait ce sujet-là. Et du coup, quels sont les défis aujourd'hui que tu vois les plus couramment dans les entreprises en termes de management interculturel? Sur quoi on te sollicite le plus aujourd'hui? Sur quoi, effectivement, tu vois bien qu'il y a un véritable besoin dans les organisations? Alors moi, on me sollicite sur créer du lien. Créer du lien entre les personnes en interne qui se sentent un peu seuls sur ces sujets-là, en fait, que ce soit justement des expats ou des managers qui vont gérer des équipes multiples, etc. C'est de dire, en fait, comment on fait pour qu'il y ait des échanges entre ces gens-là, des échanges de bonnes pratiques pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls, pour valoriser, en fait, leur parcours. Donc moi, j'ai beaucoup de réactions dans ce sens-là. Et puis, beaucoup de boîtes qui vont être plutôt en train de s'internationaliser, qui disent, OK, en fait, on est un peu perdu, comment on fait? Comment on forme nos mecs qui partent à l'étranger ou qui vont être en échange, comme tu dis, avec des clients ou des fournisseurs, etc. Oui. Donc c'est beaucoup du concret et créer du lien entre les salariés. La difficulté, par contre, qu'il y a souvent, c'est une question de budget. C'est-à-dire qu'on sait clairement, honnêtement, toutes les boîtes que j'ai pu rencontrer qui travaillent avec des questions interculturelles savent que c'est nécessaire et que c'est fondamental, mais ne vont pas forcément derrière mettre le budget dessus. Et pourquoi ? Pourquoi ils ne le priorisent pas, à ton avis ? C'est une excellente question. Peut-être, alors c'est l'hypothèse, hein, mais peut-être qu'effectivement, au niveau RH, au niveau, tu vois, des services, quand on parle d'expatriation, au niveau des services mobilité internationale notamment, c'est leur quotidien, donc ils savent, mais au-dessus, il n'y a pas forcément de cette sensibilité à se dire, OK, si c'est important, OK, si ça a un impact négatif sur nos chiffres, parce qu'il y a beaucoup de ça, on va pas se mentir, parce que ils sont pas forcément en lien direct avec le terrain interculturel et l'impact que ça a au quotidien sur les salariés. Mais je sens quand même qu'au niveau des RH, il y a une vraie, tu vois, il y a une vraie conscience de cette question-là, mais souvent ça bloque plus haut. Alors quel conseil tu donnerais moi je suis RH dans mon entreprise, je t'écoute en ce moment. Quel conseil tu me donnerais pour aller secouer mes mon N+1, mon N+2, mon codir sur ces sujets? Alors je vais un peu faire ma pub, mais en même temps c'est aussi pour ça que je le fais parce que c'est ça qui marche. Oui, parce que moi ce que je veux c'est sensibiliser. Oui. Dans mon podcast, on y reviendra plus en détail, mais j'ai des interviews en fait de différents profils interculturels, mais notamment de managers. Et je pense que leur témoignage, c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est soit transmettre ce type d'outils, tu vois, soit créer du lien, de l'échange en interne sur ces problématiques-là avec les personnes qui sont dans la situation au quotidien, mais créer du lien entre eux et la direction. Montrer, en fait, par l'exemple, par le concret, par le témoignage, que c'est une vraie problématique, c'est une vraie question sur le terrain pour que ça marche. Mais pour moi, en fait, on en revient à un sujet qui est central dans ma vie aussi, qui est le storytelling, qui est l'histoire. Raconter des histoires, c'est la meilleure manière de convaincre et de transmettre, transmettre des valeurs, transmettre des émotions, etc. Et donc, raconter les histoires de tes gars qui sont en déplacement, qui sont en galère ou qui sont tout seuls, etc., à la direction, en fait, c'est ça qui va avoir de l'impact. Ou de gars d'autres boîtes ou d'autres témoignages externes, ce que moi je fais avec le podcast, mais ça peut être aussi en interne, de raconter les histoires et de mettre en lien les gars qui sont sur le terrain avec la direction sur ces thématiques-là. Ok. Aujourd'hui, on va prendre différentes situations. Si je prends pour moi le sujet qui me parle le plus, c'est-à-dire je suis manager et je manage des hommes et des femmes qui viennent de différentes cultures, qui sont dans différents pays ou qui sont en France mais qui viennent de différents pays. Quelles seraient les compétences nécessaires que je devrais avoir en tant que manager? Et comment les améliorer en fait?
Parce que manager, c'est un sujet, Ouais. mais manager interculturel, c'est un deuxième sujet, du coup. Tout à fait. Même si les deux sont évidemment très, très, très liés, Clairement. puisque c'est de l'humain. Ouais. Mais en fait, des fois, j'ai envie de dire, je pourrais faire ma conférence en une phrase. Ou est-ce que tu penses que c'est une question d'expérience? C'est-à-dire que si je suis un jeune manager, Ça joue. faut pas commencer comme ça. Non, Ouais. non, c'est pas ça. Non. Non, non, parce que l'expérience, elle se fait en faisant. Enfin, Ouais, tu vois, elle ouais, vient en faisant. ouais. Donc, excuse-moi, je me suis perdue dans le fil de mon idée. Ma question Oui, était, repose-moi. ma question était sur, je manage effectivement de différents collaborateurs, physiquement ou Oui, virtuellement. quelles compétences il faut Ouais, que j'ai. quelles compétences il faut Oui. que je dois avoir. Ouais. Ouais, alors, et donc, effectivement, je te disais que je pourrais résumer mes conférences en une phrase, c'est il faut apprendre à poser des questions et se poser des questions. Et en même temps, c'est pas aussi simple que ça, parce que tu poses pas les questions n'importe comment. Il faut réussir à poser les questions de manière à montrer qu'il n'y a pas de jugement derrière, que c'est vraiment pour comprendre l'autre. Mais pour moi, la compétence clé interculturelle et de manager et de leader de manière générale, c'est de réussir à amener un dialogue qui n'est pas dans le jugement, mais dans vraiment, j'écoute pour comprendre. Et j'instaure ça au sein de mon équipe. Vous vous écoutez les uns les autres pour vous comprendre, et pas pour répondre, et pas pour juger, tu vois, et pas pour réagir, pour comprendre. Et pour moi, la compétence centrale, c'est celle-là. C'est de dire, tiens, toi, tu gères tes relations avec ton client de manière très horizontale. Moi, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois, toi, là-dedans, qui marche ou qui marche pas? Est-ce que ça marche avec tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça marche? Vraiment créer du questionnement purement pour comprendre. Ça, c'est le cœur de Ok. tout ça, en fait. Ok. Et donc, si tu as ça, Mhm. et ben, le jour où il y a un blocage, tu vas beaucoup plus... Enfin, tu vas... Ou toi, avec ton équipe, ou ton équipe, enfin, tu vas entre eux, etc., vont beaucoup plus facilement dire, OK, vas-y, on en parle. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelle est la symbolique qu'il y a derrière ça? Tu vois? Et donc, en faisant ça, bah, chacun va se connaître mieux aussi lui-même. Dire, OK, tiens, quand j'ai fait ça, moi, ça me semble normal. Mais lui, clairement, ça l'a fait tiquer. Pourquoi je fais ça? Ah, OK, donc je peux peut-être prévenir l'autre que moi, je fonctionne comme ça, avant de lui dire, et toi, comment tu fonctionnes? Donc, c'est un aller-retour, mais qui est tout tourné autour de comment on se pose des questions bien pour créer du dialogue. Donc, pour moi, la compétence managériale interculturelle centrale, c'est celle-ci. Ok. Voilà. Plus que des compétences linguistiques, tout ça, quoi. Ça, Non, mais en pas fait- critique, ça. Ben non, parce qu'en fait, si tu as de la curiosité, tu vas avoir envie Oui. de. Une fois que tu commences à mettre le doigt dedans, à poser des questions sur comment tu fonctionnes, etc., en fait, derrière, ça se déroule, en fait. Donc oui, évidemment que la langue, ça compte et que même si, par expérience, tu n'as même pas besoin de parler la langue parfaitement pour que ça marche, mais montrer que tu connais certains mots, que tu t'es intéressé, ça crée chez l'autre un truc qui fait que tu as un capital sympathie, tu vois, automatique. Qui va changer les choses. Mais bien sûr. Sans être totalement bilingue. Ouais, dans là, je telle ou sors telle un langue. épisode. Quand est-ce que je sors ça? Au mois d'octobre ou fin septembre, sur le marchandage dans les souks en Tunisie, parce que j'habitais en Tunisie. Et je parle pas tunisien. Mais je connais 2-3 mots, je connais une petite expression qui passe bien. Et bam, tu vois, la personne en face, t'es plus dans une opposition, tu passes sur une discussion. Donc voilà, c'est vraiment, oui, les compétences linguistiques, évidemment que c'est intéressant et que ça vient là-dessus. Et que pareil, je dis pas que c'est pas intéressant de savoir le mode de fonctionnement d'une culture. Je dis que c'est vraiment juste le premier élément d'un puzzle qui est beaucoup plus grand et que c'est pas du tout suffisant. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'attends que l'autre il réagisse comme ça parce que sa culture elle fonctionne comme ça. En fait, tu retombes dans du stéréotype finalement. Alors que ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça peut être différent. Donc tout le reste, ça découle de ça en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on peut former des managers ou même à manager l'interculturel? Est-ce qu'on peut former des collaborateurs qui ont des collègues qui viennent de différents pays, de différentes cultures? Et comment faire? Alors, on peut faire des formations autour on en revient à l'interpersonnel, mais tu vois, autour de découvrir les biais qu'on peut avoir déjà. Donc, autour des neurosciences, c'est assez intéressant, même avec une approche ludique, se rendre compte que tout le monde ne va pas mettre la même définition sur une image, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui, en plus, sont vraiment sympas à faire, justement, autour de la formation. Et après, je voulais te parler d'autre chose. J'avais une autre idée en tête.
Je perds le fil encore. Parce que moi, j'ai des sujets aussi liés à la créativité, l'innovation, etc. Ouais. Ah si, je sais ce dont je voulais te parler. On m'a parlé dans une interview que j'ai faite d'outils différents et notamment du mentoring. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est quelqu'un qui me racontait que quand il arrivait dans sa nouvelle boîte dans un autre pays, il avait une mentor en interne. Une mentor interculturelle du pays. Et donc, c'est aussi ça. Il n'y a pas que de la formation pure, tu vois, mais il y a aussi... Moi, je suis en train de développer une offre de coaching parce que on en revient, tu sais, à la fameuse formation au départ quand tu pars quelque part ou quoi. C'est dire, OK, on te donne une formation, puis après, on te lâche. Non, parce que découvrir les autres cultures, c'est un process. Donc, avant, t'y préparer. Quand t'arrives, tu te prends le truc dans la tronche parce que clairement, on se prend tout ça, voilà. Et puis, avec le temps, ça commence à se mettre en place. C'est pour ça que je te disais que quelqu'un qui est un nouveau manager, c'est pas grave, en fait, qu'il se mette dedans. C'est juste qu'il faut qu'il soit dans le bon état d'esprit pour savoir observer, savoir analyser, savoir répercuter et adapter, si tu vois, son mode de management en fonction. Mais donc on peut former... en fait, c'est pour ça que moi, je donne des conférences. Il y a cet aspect... Au-delà de la formation concrète, c'est vraiment toucher la curiosité. Vraiment amener les gens à passer dans un mode de... Mais en fait, je vais pas juste poser des questions parce que je suis en galère. Je vais poser des questions parce que ça m'intéresse, en fait. Et que, en plus de ça, ça m'intéresse à niveau professionnel, en termes de performance, en termes de, tu vois, d'innovation, etc. Mais donc voilà, donc il y a toute une multitude d'outils qu'on peut utiliser. Moi, j'aime beaucoup le jeu parce que, voilà, ça détourne l'attention et en fait, t'apprends sans t'en rendre compte. J'utilise énormément les histoires. Je t'en ai parlé avant qu'on fasse l'interview, mais j'ai fait un mémoire. Je fais un mémoire de 150 pages en espagnol sur l'utilisation de la narration, justement pour sensibiliser les managers à l'importance de gérer cette diversité culturelle. En fait, ce qui est intéressant sur la narration, alors la narration, donc ce qu'on appelle le storytelling maintenant, au sens large. Donc ça peut être des histoires. L'histoire de l'entreprise, tu vois. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des rumeurs, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être du théâtre. En fait, il y a énormément de formes d'histoire. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que tu amènes la personne à tirer la conclusion par elle-même, la fameuse morale de l'histoire. Et comme tu fais ça, le cerveau, en fait, de la personne que tu as en face va intégrer ça comme étant de l'expérience propre. Plutôt que de faire une liste de do's and don'ts, de faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas... Raconter une histoire, ça permet à la personne d'avoir intégré ça comme si ça lui était arrivé. Donc ça, c'est vraiment des études, enfin, c'est ce que j'ai étudié dans mon mémoire, mais des études qui ont été prouvées sur différents types d'utilisation de la narration dans la société, etc. Parce que dans la société, on a toujours utilisé les histoires. La Bible, jusqu'à nouvel ordre. À part les 10 commandements, c'est plutôt des histoires. Le théâtre a toujours été présent dans la société. L'histoire avec un grand H. Tout ça, ça transmet des valeurs. C'est une manière, en fait, de détourner les barrières défensives de la personne. Tu lui racontes un truc, tu l'emmènes. Et la personne tire les conclusions par elle-même. Donc moi, pour le coup, ça, c'est un outil que j'utilise énormément. C'est pas pour rien. Mon podcast, c'est ça. Ce sont des anecdotes que je raconte de mes voyages pour que les gens puissent tirer les mêmes conclusions que celles que moi j'ai tirées ou les leurs propres, mais en tout cas, qu'ils puissent en tirer quelque chose. Et donc en entreprise, une manière de former les gens, ça peut être aussi de faire de l'échange de bonnes pratiques, tiens, tel manager a vécu ça, il a réagi comme ça, il a eu telle réaction. Bon, du coup, tous les managers qui vont entendre cette histoire vont bénéficier de son expérience, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de manières de faire, mais je pense qu'encore une fois, la clé de tout ça, c'est de l'émotion. C'est plus que de la donnée. Ok. Quelles initiatives je pourrais mettre en place dans mon entreprise ? On peut t'inviter à une conférence, par exemple. Ça serait bien que tu nous en parles. Oui. Quel type de conférence tu proposes ? Et au-delà des conférences, est-ce qu'il y a d'autres initiatives que je pourrais mettre en place dans mon entreprise pour favoriser le dialogue, les échanges entre collaborateurs de différentes cultures, de différentes nationalités ? Alors, concrètement, sur ce que moi je propose, effectivement. Donc, je donne des conférences sur cette thématique-là, en tout cas sur plusieurs sujets liés au management interculturel. Alors, j'ai des conférences sur catalogue qui sont déjà établies, mais je peux aussi faire du sur-mesure. Donc, j'ai une conférence sur la diversité culturelle est une force si et seulement si, autrement dit si elle est gérée. J'ai une conférence sur le storytelling pour gérer la diversité en entreprise, mais pas que dans l'entreprise, parce qu'évidemment, dans tout type d'organisation, ça peut fonctionner. J'ai une conférence qui est assez sympa
je dis ça parce que c'est ma préférée, qui s'appelle À table, la diversité culturelle vue depuis la cuisine. Et là, l'idée, c'est que on utilise en fait l'alimentation, nos plats traditionnels, etc., pour se rendre compte qu'il y a toujours eu de la diversité en fait dans nos cultures. Et donc on va parler d'histoire migratoire des ingrédients, on va parler des valeurs qui se retrouvent autour de la table partout dans le monde, puisque la diversité c'est aussi et surtout ce qui nous relie. Donc les similitudes qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer. Et voilà. Et donc autour de quelque chose de ludique qui est l'alimentation et quelque chose qui nous parle. Tu sais, on dit souvent que le système digestif c'est notre deuxième cerveau, voire même notre premier cerveau. Bon bah voilà, là on s'adresse à ça. Et puis ça peut être sympa, tu vois, dans le cadre d'entreprises d'agroalimentaire, etc. Tu vois, ça peut amener ce sujet-là, mais de façon moins directe que nous allons vous apprendre. Oui. Tu vois. Donc ça, c'est voilà une partie de mon activité, sachant que... Ah, et puis j'ai aussi une conférence, mais plus liée à mon parcours d'entrepreneur social, donc autour de ce que je fais avec Constellatio et ce qu'on peut en tirer pour l'entreprise. Ça, tu fais ça en français, en anglais, espagnol, je crois que c'est ça, t'es trilingue, toi? Ouais, je suis parfaitement trilingue français, anglais, espagnol, donc mon terrain de jeu est assez large, et donc je peux adapter sans aucun problème. Donc voilà, et je propose des options sur mes conférences, parce que encore une fois, j'aime pas rester dans les cases, et du coup, je rajoute des trucs, et donc on peut adapter ces conférences en conférences dessinées. Donc je travaille avec un spécialiste du sketchnote qui peut faire du dessin en direct, de la facilitation graphique en direct pendant la conférence. On peut faire une conférence chantée. Alors c'est pas moi qui chante, mais je collabore avec une chanteuse franco-indienne, enfin qui fait du chant indien, mais elle est de nationalité, qui chante pendant la conférence et avec qui je suis en dialogue autour de cette notion de diversité. Les conférences, cuisiner. Et là, je travaille avec une chef mexicaine qui peut cuisiner sur scène pendant que je donne la conférence. Et pareil, avec qui je suis en dialogue. On peut cumuler tout ça. On peut cuisiner, chanter. Alors, je vais demander à la chef Sylvia si elle chante également. Et puis les conférences ludiques. Où là, alors c'est pas pendant la conférence, mais je collabore avec Lucille Rousseau de l'Échappée ludique que tu connais peut-être, qui est spécialiste de l'escape game. Et donc là, l'idée, c'est soit de faire un escape game en amont de la conférence pour introduire le propos, soit en aval pour ancrer en fait ce qui a été transmis. Donc voilà sur les conférences. Ensuite, moi, je propose également du podcast en marque blanche sur l'interculturel, c'est-à-dire que. C'est quoi ça concrètement du podcast en marque blanche? En fait, je fais mon podcast, mais pour vous. C'est-à-dire pour une entreprise, par rapport à sa situation, etc. C'est ça, exactement. Donc en fait, typiquement, ça va être une boîte qui a des salariés de plein de pays différents, j'en sais rien, je donne un exemple du BTP ou de l'hygiène, etc., et qui veut valoriser cette diversité-là et comment elle est gérée. Je vais aller faire des interviews de leurs managers ou de leurs salariés autour de ces questions d'interculturel et comment c'est vécu dans leur quotidien, ce que ça apporte à leur travail, les bonnes pratiques qu'ils ont mises en place pour que ça marche dans leurs équipes, etc. Et de la même manière, des expats dans une boîte internationale, d'aller valoriser leur parcours, créer de l'échange de bonnes pratiques et donc du lien, parce que souvent c'est ça le problème, c'est quand il y a des expatriés qui sont éparpillés un peu partout dans le monde, ils peuvent se sentir assez facilement isolés. Donc c'est de créer du lien en proposant un podcast de marque, donc interne, mais qui peut être partagé plus largement, mais en tout cas un podcast pour l'entreprise qui valorise le management interculturel au sein de leurs équipes. Et donc, on en revient au même sujet. Là, c'est moi qui pose des questions, mais du coup, ça donne aussi des exemples de ce qu'on peut poser comme question pour comprendre un petit peu mieux une culture et puis le vécu de chacun, etc. Donc ça, c'est une autre option. Il y a des sujets d'autres sujets que tu ne fais pas, que tu aimerais faire ou que tu as vu et tu dis, tiens, ça peut être aussi des initiatives intéressantes pour réussir ces échanges entre collègues et entre collaborateurs? De manière large, pas forcément sur l'interculturel. Ah si, sur l'interculturel, mais tu vois là, tu nous cites des initiatives que toi tu mets en place, qui sont pertinentes, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs, au-delà des confs, au-delà des podcasts, ou est-ce que tu en connais d'autres qui pourraient être aussi intéressantes et que peut-être que tu fais pas encore aujourd'hui? Dans ce que tu as vu, dans ce que toi tu imagines? En fait, ça, c'est déclinable sous plein de formes.
tu vois, c'est du faire ensemble, en fait. Donc, tu as le faire ensemble dans le cadre de l'entreprise, mais du coup, tu as des objectifs, tu as de la pression, etc. Mais tu as aussi du team building qui serait hyper intéressant à faire. Bah, d'ailleurs, finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait avec l'Escape Game. Oui. Mais même si c'est pas la vocation première d'être un événement de team building, mais faire du team building là-dessus, c'est hyper intéressant. Amener chacun à pouvoir raconter ses histoires, etc. Et qu'est-ce que j'avais... Oui, alors, moi, j'ai un rêve, j'en ai plein. Vas-y. Mais quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup mettre en place, ce sont des voyages, en fait, interculturels pour des managers. De dire, tu vois, on parlait de la Colombie. Ouais. Je connais un super guide en Colombie qui est francophone en plus et anglophone qui peut te raconter l'histoire de tel lieu. Tu vois, on est allé dans El Valle de la Carbonera, qui est un lieu qui est incroyable près de Salento, qui est sur l'axe Cafti, en fait, en Colombie, où là, tu as des arbres, donc des palmiers de cire qui font jusqu'à 80 mètres de haut. Donc, il nous a fait une visite guidée à pied, à cheval, voilà, dans ce lieu-là, où il nous racontait l'histoire aussi du lieu, tu vois, avec le narcotrafic, avec les paramilitaires, etc. Et en fait, moi, j'adorerais créer des séjours autour des compétences interculturelles pour managers, où on part dans un pays, on découvre l'aspect historique, l'aspect culturel du lieu, mais on a aussi justement des exercices, du team building. Et pourquoi ce serait qu'un rêve? Tu pourras le faire, ça? Mais parce que je peux pas tout faire en même temps. Je fais déjà beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et que, voilà, on fait les choses d'une pareille. Mais pareil, j'habite en Tunisie, je connais la Tunisie. Enfin, je fais visiter la Tunisie aux Tunisiens parce que j'ai une passion pour ce pays, voilà. Et puis de pouvoir faire, alors là, ce serait combiner tout ce que je fais, mais pouvoir faire des ateliers avec des enfants. Je voudrais réunir des managers d'entreprise avec les enfants. Et un jour, d'ailleurs, je voudrais faire une conférence là-dessus, sur ce que les enfants peuvent apprendre aux managers sur l'interculturel. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont vulnérables. Ils savent dire « je sais pas ». Ils posent des questions en permanence. Ils sont curieux. Ils s'en cachent. En fait, c'est ça, les compétences interculturelles. C'est être un enfant. Et donc, j'adorerais faire des ateliers, tu vois, des séminaires comme ça, avec des ateliers qui réunissent des enfants et des managers, où on se repose et on parle en fait de nos cultures respectives, et du coup les enfants qui posent des questions, ça m'amène à poser les questions de la même manière, et ça je peux le retranscrire dans mon quotidien en tant que manager. Ok. Un jour, voilà. Okay. C'est pas encore fait, moi je l'ai pas encore vu, en tout cas j'ai pas vu d'offre sous cet angle-là. J'espère que personne va me piquer l'idée. C'est pas grave. Voilà. Non mais si, de toute façon voilà, piquez-moi l'idée, faites-le, ça va être chouette. On en a besoin. Si je suis une entreprise, si je suis RH, est-ce que je peux mesurer l'efficacité de tout ça? Ou comment est-ce que je peux mesurer l'efficacité du management interculturel? Est-ce qu'il y a des KPI autour de ce sujet? Ou est-ce que c'est difficile à mesurer, honnêtement? C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. C'est rarement aussi direct que ça. Je t'avoue ne pas vraiment savoir répondre à ta question, notamment parce que je pense que ça dépend beaucoup de la boîte. Ça dépend de ses objectifs, ça dépend de son contexte. Si effectivement, tu vois, si t'es une grosse boîte que tu viens de racheter, une boîte dans un autre pays, qu'est-ce qui, dans ce management de la transition, va être un frottement et va freiner à cause de l'interculturel, à cause d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Donc là, comme ça, je ne saurais pas répondre à ta question. Je ne vais pas faire semblant. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à faire au cas par cas. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'intéresserait. De dire, OK, là, je suis consultante sur tel truc. On réfléchit ensemble à des KPI en lien avec votre contexte et ce que vous cherchez à faire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais que je peux pas te répondre sur cette question-là dans la théorie, en fait. Est-ce que tu t'es intéressé aussi au sujet d'une entreprise? Tu parles de croissance. Je trouve ça super intéressant. Je rachète une entreprise dans un autre pays, par exemple, où je veux me développer dans un autre pays. Enfin, moi, je le vois régulièrement. On le voit dans la presse. Des boîtes, des startups qui disent ça y est, je suis champion en France. Maintenant, je veux partir en Allemagne, en Italie, en Espagne, je ne sais où, aux US. Et puis ils n'ont pas les mêmes résultats en fait. Et parce que c'est pas si facile que ça que de partir dans un autre pays. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels on te sollicite aussi? C'est pas sur l'aspect business parce que c'est pas ton sujet, mais sur quoique avec tes compétences commerciales d'école de commerce internationale, t'as quand même un minimum de notions. Mais parce que
je suis à peu près convaincu que des fois, les réussites ou les échecs de développement d'une entreprise hors de nos frontières, ça peut être de pas comprendre en fait dans quel pays on est tombé, quoi. Totalement. Ou de recruter un manager, un homme, une femme pour diriger le pays, un country manager, mais en fait sans vraiment s'intéresser à ce pays. Est-ce que c'est adapté est-ce que c'est adapté à quoi? Totalement. Et puis, c'est une vision globale aussi d'entreprise. C'est une vraie question de stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, et moi, j'ai entendu plein d'approches différentes, mais tu arrives dans un nouveau pays parce que tu viens de racheter, racheter une boîte sur place. Ouais. Est-ce que tu envoies tes mecs sur place? Est-ce que tu les envoies juste dans un premier temps, le temps de former, de faire la transition? Est-ce que tu envoies une personne qui va gérer des équipes locales? Est-ce que tu fais venir quelqu'un de là-bas chez toi pour le former, pour que... En fait, il y a pas mal d'approches différentes. Il y a pas mal de stratégies différentes, là. Ouais. Moi, on m'a pas sollicité là-dessus pour le moment, mais c'est quelque chose qui clairement m'intéresserait, évidemment. Parce que ça a du sens, ouais. Ouais, tout à fait, c'est passionnant. On en revient au même sujet, c'est que ça dépend tellement d'éléments, en fait. Mais pour moi, tu sais, c'est un peu comme quand on parle de RSE, ça dépend de qui fait quoi et de la vision de chacune de ces personnes. Le mec tout en haut ou le board, quelle est leur vision là-dessus? Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est du chiffre, on rachète parce que ça nous fait plus de marché, parce que machin? Est-ce qu'il y a une approche humaine? Parce qu'en fait, franchement, tu peux envoyer un mec au casse-pipe. Hein. C'est sûr. Si la vision tout en haut est juste de racheter, mais sans forcément avoir une stratégie humaine de culture d'entreprise, de comment cette culture va se retranscrire dans chacune des cultures nationales, etc. S'il y a un vrai questionnement là-dessus, ça peut être hyper intéressant. S'il n'y a pas du tout de questionnement là-dessus, mais en fait, t'envoies tes équipes là-bas, ça va être dur pour eux, quoi, je veux dire. Et là, dans ces cas-là, moi, j'ai pas trop d'intérêt à intervenir là-dessus, parce que si en haut, c'est pas une thématique, centrale, ça n'aura pas d'impact. Si, tu aideras peut-être les personnes à moins souffrir, quoi, je veux dire. Mais, OK. Mais ouais, c'est une thématique qui est hyper intéressante je suis convaincue que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. OK, Charlotte. Le temps tourne. Oui. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que j'ai pas abordé, mais toi, t'aurais aimé en parler. J'avais dit tout à l'heure que je parlerais un petit peu plus de mon podcast, expliquer comment il fonctionne, parce que je pense que ça peut être un outil qui est utile à la fois pour les managers et puis pour la RH, du coup. Donc ça s'appelle Surprise interculturelle, au pluriel. C'est un podcast qui est bimensuel, c'est un solo court. Donc c'est du snacking podcast, c'est 5 à 10 minutes. Où je vais raconter une anecdote, on en revient au storytelling, je vais raconter une anecdote qui est issue de mes voyages où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'autres pays et que je vais décortiquer pour donner des clés concrètes sur comment tu peux anticiper, comprendre et réagir face aux différences culturelles. Donc, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, tu as des cultures où les personnes ne vont jamais te dire non. Donc, en tant que manager, ça n'a aucun intérêt de demander à la personne si elle a compris. Vaut mieux lui demander de reformuler. Donc, voilà, l'idée du podcast, c'est ça. Là, je vais sortir un épisode parce que je lance la 2e saison sur le Casual Friday en Australie où, un jour, mon père a débarqué en rendez-vous avec le DG national, c'était un vendredi, il arrivait bien sapé, machin et tout, puis il s'est retrouvé face à un mec qui était en short et en polo et en chaussures bateau, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture managériale? Parce que ce qu'on cherche avec le Casual Friday, c'est aussi de casser la hiérarchie. Il y a des pays où ça passe pas. Donc, alors, c'est une approche qui est applicable toujours au milieu professionnel, mais aussi au personnel, parce que c'est quand tu voyages, mais même quand tu es expat, d'ailleurs, t'arrives, c'est tes relations avec tes voisins, c'est tout aussi important que la relation que tu as au boulot. Donc voilà, donc l'idée du podcast, c'est ça, c'est d'apporter du concret, et ça, c'est complété par des hors-séries interviews qui mélangent des interviews plus sous un angle business et d'autres interviews qui sont plus tout public, avec des artistes sportifs, chefs, etc. Donc voilà, donc ça peut être un outil sympa, accessible à tous puisque c'est en ligne, voilà, à transférer à ces managers pour avoir du concret sur c'est quoi la diversité culturelle. Ok, alors je vais te demander un petit cadeau pour moi et pour nos auditeurs et auditrices. Oui. Tu pourrais nous raconter une anecdote que tu n'as jamais encore racontée? Une anecdote interculturelle ou une anecdote pro, parce que tu m'avais parlé de pro aussi. Mais qui peut être les deux. Un truc que tu n'as jamais encore raconté sur un micro. Je pense pas avoir raconté ça. Alors, c'est de l'interculturel, mais c'est pas interculturel entre pays. Vas-y. C'est interculturel entre métiers. Ah, intéressant. J'ai été invitée à être keynote sur une conférence en Australie, à l'université du Victoria à Melbourne, il y a quelques années, pour partager mon expérience avec Constellation, avec mon ONG. Et on était 2 keynotes sur l'événement.
Et l'autre keynote, donc le conférencier principal de l'événement, l'autre keynote était un grand chercheur américain. Et moi, avant d'y aller, j'étais là, mais qu'est-ce que je ressemble à rien face à ce mec-là, quoi. Tu vois que les gens, ils vont se dire, oh là là, mais c'est pas du tout au niveau, quoi. Mais bon, j'y suis allée quand même. Et puis, j'ai un peu fait taire mon syndrome de l'imposteur et j'ai fait ma conf et c'était super. Et les réactions étaient très positives. Lui a fait sa conférence qui était très, très différente d'ailleurs. Parce que du coup, pas du tout sous un angle business, donc très linéaire, etc. Et on est allé boire un coup après cette conférence tous les deux. Et là, il me dit, mais j'étais super intimidée d'être keynote avec toi. J'étais là, pardon. Et il me dit, non mais attends, mais moi je suis là dans mon bureau à analyser des trucs, toi tu fais des choses. Et alors ça m'a complètement chamboulée de me dire, ah mais en fait, comme quoi, le regard que tu vas porter sur une situation va être complètement différent en fonction du cadre dans lequel tu évolues. Et donc depuis, moi je mets un point d'honneur à vraiment allier les deux. Allier la partie, je continue et je continuerai toujours à faire des choses sur le terrain et à partager et à faire de l'analyse. Et voilà. Mais voilà. Donc, ma petite anecdote, c'était... Ok, très sympa. Ok. Y a des personnes que tu me conseillerais peut-être d'interviewer sur ce podcast RH ou non, d'ailleurs, parce que tu vois, mais qui pourraient intéresser des professionnels RH. J'ai envie de te dire mon prochain invité à moi. Vas-y. Il faut que tu l'invites aussi, je te mets en lien avec plaisir. Et alors, c'est qui, il fait extra. quoi? C'est Stéphane Charbonnier, c'est l'ancien directeur RH de L'Oréal États-Unis. Okay. Il est passionnant. En plus, il est adorable. Et donc, mon épisode sort là. Quand notre épisode sort, moi, le mien, le hors-série sortira une semaine après. Okay. Donc, Stéphane Charbonnier, qui a alors lui, il a fait 20 ans d'expatriation. Il a fait 4 ans en Angleterre, 16 ans aux États-Unis. Et il a une approche de l'interculturel qui est super intéressante. C'est lui qui m'a parlé justement du mentorat interculturel, mais parlait aussi d'anecdotes type, il parlait des impact teams. Donc, il parle de diversité où en fait tu crées une équipe diversifiée en termes d'origine et une fois que ça marche, c'est l'équipe que tu vas bouger de projet en projet. Ok. Donc voilà, plein de trucs hyper concrets et quelqu'un de super, super, super. Ça me fait penser à quelqu'un, toi, à qui je pourrais te mettre en relation pour ton podcast. Ah, cool. Tu vois, j'ai pas pensé à ça, ouais. Que j'ai interviewé sur mon podcast, c'est l'épisode 43 avec Bernard Coulati, qui a été DRH pendant 30 ans en France, en Europe, en Asie, pour Danone et Pernod Ricard. Génial. Et qui est juste génial, enfin brillant, etc. J'ai adoré l'interviewer. Je le connaissais pas en fait avant l'interviewer, honnêtement, Bernard. Et j'ai adoré le rencontrer. Et effectivement, c'est riche parce que c'est tout ce qu'il a fait en Asie. En bon français qu'il était, est vraiment vraiment intéressant. Aujourd'hui, il enseigne le leadership et les RH à l'IESEG à Paris. Et tu vois, ça me fait penser. Mais super. Et ça fait des managers qui sont passionnants parce qu'en fait, ce sont des gens. On reparle de vulnérabilité, mais ce sont des gens qui se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité, qui ont accepté le fait qu'ils savaient pas tout. Et ça, en termes de management et de leadership, mais c'est une clé qui est... tu vas me faire une mise en relation pour ton contact et je vais te faire une mise en relation. Mais on invente un nouveau style de cross-promo de podcast. On s'échange nos invités. Excusez-nous, on fait notre vie. Ok. D'ailleurs, alors bien sûr, je mettrai ton podcast. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi? Est-ce que tu auras des podcasts à nous recommander? Alors, sur ce que tu veux, parce que j'imagine que tu dois en écouter. Quand on en produit, on en écoute en général. Est-ce qu'il y a des podcasts français ou étrangers que tu nous recommanderais d'écouter? Alors, j'écoute des podcasts très, très, très différents les uns des autres. J'écoute beaucoup... J'aime beaucoup La Madeleine. C'est un podcast qui interviewe des professionnels, mais pour parler de leur Madeleine de Proust, pour parler de leurs souvenirs culinaires. Il est très sympa. J'avais été invitée d'ailleurs sur son podcast. J'aime beaucoup Crush, qui est les premiers jours des histoires d'amour. J'ai comment ça s'appelle? Dans la tête d'un coureur. C'est super, j'ai écouté ça pour préparer mon marathon. Et surtout, un podcast que j'adore, mais alors qui est en anglais, mais dont je suis ultra fan. Ça s'appelle You Are Not So Smart. Et ça parle de neurosciences, ça parle de rapport à l'autre. C'est juste extraordinaire ce podcast. À chaque fois que je l'écoute et que je suis en voiture, je suis très frustrée parce qu'en fait, j'ai envie de m'arrêter pour prendre des notes. Donc vraiment, je le conseille celui-là. C'est mon grand favori. You Are Not So Smart.
et extra. Je regarderai tout ça et je les mettrai. De toute façon, je mettrai tous les liens. Ouais. Si on a envie de te contacter, on fait comment? LinkedIn, c'est le plus simple. Tu réponds? Ouais, je réponds toujours. Donc, Charlotte Courtois. Mon site web. Ok. Charlotte-Courtois, donc Courtois comme l'adjectif. Hein. Ouais. Charlotte-courtois.com. Ok, je mettrai le lien de toute façon. Ouais, Okay. donc voilà, ou Insta, mais LinkedIn et le site web, c'est ce qu'il y a de plus simple. Très, très, très clair. Un grand merci, Charlotte. Merci à toi. Merci d'être venue. J'espère que ça aura plu à tes auditeurs. Que ça leur a... Ils me le diront. Super, j'ai hâte de savoir. Ils me le diront. Merci à tout le monde. À bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.